ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont enfin lancées en investissement immobilier. Mon objectif, à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Jamois du podcast Chronique Immo. Mathieu Jamois a grandi en banlieue parisienne, dans une cité HLM. Il n'a jamais correspondu à ce que l'école attendait de lui. Il a démarré la vie presque sans aucun diplôme. Il a découvert le monde du travail très jeune et s'est forgé un mindset de guerrier. Il s'est lancé en immobilier par la force de sa volonté. Son parcours est absolument passionnant. Pour ma part, son témoignage m'a mis une claque. De me rendre compte à quel point tout est possible lorsqu'on en a le courage. C'est le genre de témoignage qui va vous donner une pêche d'enfer et vous donner envie de déplacer des montagnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors salut Mathieu, comment ça va ? Salut Dorine, ça va bien, merci, toi-même. On est là aujourd'hui pour parler de ton parcours d'investisseur. Je sais que tu as déjà fait pas mal d'investissements immobiliers et que, en vrai, je connais pas très bien ta vie et c'est le moment justement où je vais On va tout dire. On va tout se dire et comme ça, je te connaîtrai super bien à la fin de l'épisode. Allez, ça marche. Alors, déjà, donc, t'es Mathieu Jamois. Ouais. Aujourd'hui, t'habites où juste pour Tu veux que je savoir. me présente un peu dans les grandes lignes ? Ouais, dans les grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, j'ai 31 ans, je m'appelle Mathieu Jamois, je suis investisseur immobilier. On va dire que c'est comme ça que je me présente de la manière la plus sobre possible. Et je vis dans le sud de la France, à Montpellier. Une partie de l'année, une autre partie de l'année, je vis à l'étranger parce que j'ai la possibilité de le faire et ma compagne est italienne en fait, donc voilà. Et dans les grandes lignes, qu'est-ce que je peux dire ? J'aime beaucoup le café et beaucoup l'immobilier. Voilà les deux thématiques qui me plaisent le plus. Super. Alors, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà d'où tu viens à la base, dans le sens, quelle a été ton éducation quand tu étais jeune ? Quelle était ton enfance ? Quel était le mindset de tes parents en général aussi sur... Oula. Voilà. J'espère que t'as un sofa, t'as un canapé et des mouchoirs. Si t'es prête, on peut y aller. C'est parti. Ouais, alors pour revenir un petit peu peut-être sur l'enfance, d'où c'est parti chez moi cette envie peut-être d'aller vers l'immobilier ou l'entrepreneuriat de manière générale. C'est que j'ai grandi j'ai grandi dans un milieu social assez peu aisé en banlieue parisienne. Moi je suis né en banlieue parisienne. J'ai grandi quasiment toute mon enfance en HLM. Vraiment, c'est le stéréotype de la tour avec des familles vraiment du milieu social extrêmement bas. Et j'ai compris assez jeune en fait parce que faut pas croire, mais les jeunes de cité, c'est vraiment des roublards. Ils ont vraiment le cerveau moi je l'ai remarqué, ils ont vraiment le cerveau qui va plus vite quoi. Ils ont vraiment des déclics plus jeunes. En tout cas, ils voient la dure réalité de la vie plus jeune. C'est ça que je veux dire. Ils sont pas mieux ni moins bien que les autres enfants, mais en tout cas, moi, j'ai remarqué vers l'âge de 6-7 ans qu'en fait, le fait d'être dans ce milieu social difficile et accompagné de gens, du coup, qui grandissent dans ce schéma social, ça te tirait pas vers le haut. Ça, je l'ai compris assez vite. Et en fait, je l'ai compris parce que ma mère, elle travaillait à Paris. Elle travaillait à la Défense, ma mère. Tu vois, elle avait un poste de vendeuse dans une boutique. Et donc du coup, pour des raisons XY, j'étais souvent amené à l'accompagner avec elle via le métro. Et je voyais bien que les gens, ils étaient différents, tu vois, entre le quartier là où elle travaillait, donc la Défense, où t'as plus l'habitude de croiser des gens qui gagnent bien leur vie,
qui sont habillés, qui se comportent différemment que dans ta cité pourrie à 1 heure de RER, quoi, de là où elle travaille. Et je voyais bien qu'il y avait une différence dans les comportements, dans les façons de s'exprimer, etc. Et ça a commencé à me travailler vraiment à cet âge-là, tu vois. Et plus tard, on a déménagé, long story short, on va vivre dans le centre de la France, vers Limoges, etc. Et à l'adolescence, je rencontre des gens, et je comprends assez vite que, en fait, ceux qui ont de l'argent, ce sont les entrepreneurs. En tout cas, ceux qui se bougent, qui font quelque chose, même si à l'époque, je connaissais pas vraiment tous les mots, entrepreneuriat, etc., tu vois. Mais j'ai compris qu'il fallait se sortir les doigts, donc je me suis dit je vais travailler, je vais être un arracheur, quoi. Donc j'ai vraiment adopté ce mindset d'arracheur, mindset qui n'était pas présent dans ma famille. Parce que moi, c'est les parents salariés, des petits tafs qui payent assez mal, une éducation financière catastrophique. Tu vois, je vais donner une anecdote, là, j'en ai jamais parlé, mais bon, peu importe, on s'en fout. Moi, mes parents, tu vois, je crois que j'ai eu, à l'âge de 20 ou 21 ans, ma mère, elle m'a dit un truc que je savais pas, je l'ai appris à cet âge-là. Elle m'a dit que ça y est, enfin, elle avait remboursé le crédit conso qu'ils avaient sur les bras depuis 20 ans, en fait. Ça faisait 20 ans qu'ils se tapaient un crédit conso, que ma mère, elle remboursait l'équivalent de 300 € par mois de meubles Conforama, d'une carte Confo qu'elle avait faite, tu vois. Et moi, je tombe des nues parce qu'à 21 ans, évidemment, mon éducation financière, 21 ans, j'avais déjà acheté mon premier appartement, tu vois. Donc, moi, je tombe des nues, en fait. Je dis, mais quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Et je savais pas. Et ils ont cumulé, mes parents, ils ont acheté des voitures à crédit, ils ont acheté des meubles à crédit. Je sais pas, le nombre d'erreurs financières qu'ils ont pu accumuler comme ça. Et les pauvres, tu vois, je comprends, en fait. Et je comprends. Et moi, et quand je regarde de plus loin maintenant, toute cette génération, tu sais, de ces gens qui sont nés dans les années 60, 70, on leur a pas dit, quoi. On leur a pas dit. Et voilà. Donc voilà un petit peu comment ça a germé dans mon cerveau. Et au niveau de l'école, ouais. T'étais bonne élève ou qu'est-ce qu'ils disaient tes parents par rapport à l'école? Très peu intéressé, très intéressé par le sport et l'art, assez peu intéressé par l'école de manière générale. Si, très fort en français et en histoire. Et c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens que je fréquente que c'est pas les matières scientifiques qui nous rapprochent, mais plutôt l'histoire, la géo, le français, je sais pas, les lettres, l'art, tu vois, c'est un peu ce qui nous rapproche. Mais un élève catastrophique. Quand tu dis ce qui nous rapproche, c'est-à-dire que tu veux dire que ce qui nous rapproche, ça veut dire que c'est les sujets de conversation que tu as avec les gens ou c'est les personnes que tu... Ouais, vraiment, c'est les sujets de conversation. En tout cas, souvent, dans les discussions un peu informelles avec peut-être d'autres investisseurs, entrepreneurs, etc., tout ce qu'on nous rabâche, en fait, si tu veux, c'est vraiment pour appuyer le fait qu'en fait, on nous ment, en fait. Sur le fait qu'il faut être fort en sciences, en maths, en règles, enfin, toutes ces choses-là. En vrai, c'est faux, en fait. C'est absolument faux. Il faut juste être fort dans ce qu'on aime. C'est juste le plus important, c'est de kiffer ce qu'on fait. Et moi, tu vois, ma compagne, elle était tout le temps, oh là là, mais toi, avec tes dates, ton histoire, mais je pourrais en parler des heures, en fait. C'est juste que ça me plaît, ça me fait kiffer. Alors, du coup, donc tu te retrouves à être ado. Ouais. Pas bon à l'école, entre guillemets, officiellement, même si... Ouais, pas bon, en tout cas dans l'école qu'on me proposait, dans le système voilà. d'éducation qu'on me proposait. Et pourtant, il suffisait d'un jour où j'avais bien dormi et j'avais envie d'être sympa avec les gens et je faisais le travail comme les autres élèves, et peut-être même avec brio, je m'en rappelle pas, hein, pour être tout à fait honnête. Mais c'est juste que ça me plaisait. En fait, je trouvais ça ennuyant à souhait, ce système qu'on me proposait. D'ailleurs, pour te dire, il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais à un moment donné, je suis sorti de la voie générale pour faire un BEP, je crois, un BEP mécanicien automobile, tu vois. Parce que ça me saoulait tellement que j'ai arrêté, à 14 ans, je crois, j'ai quitté l'école sur dérogation du rectorat pour aller dans une voie professionnelle, que j'ai arrêté, évidemment, je suis retourné. Enfin, évidemment, il n'y a pas d'évidemment, mais en gros, voilà, ça n'a... J'ai eu un BEP, ça m'a pas plu, je l'ai pas utilisé, je suis reparti en général faire autre chose. Mais voilà. Et du coup, t'as eu ton bac? Enfin, comment ça s'est conclu alors cette affaire? Absolument pas, absolument aucun diplôme en poche, si ce n'est que ce BEP qui sert à rien, qui m'a été très sincèrement, je le dis maintenant avec du recul, à mon avis donné.
pour ne plus me voir. Prenez-le, monsieur Jamois, ne revenez pas. Voilà. Après, j'ai fait, comment on appelle ça, l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant commerce. Donc, c'était un BEP action marchande à l'époque. Et voilà, j'ai même pas eu oui, c'était un BEP, j'ai même pas eu le diplôme. J'ai rien, en fait. J'ai aucun bagage. En tout cas, en termes d'éducation telle qu'on nous l'a proposé, j'ai rien. Mais t'avais quand même déjà au fond de toi ce côté, je sais que je vais m'arracher, que je vais bosser et que je vais devenir entrepreneur. Ça, tu l'avais déjà un peu en tête? Je l'avais parce que je voyais bien que c'était possible en fait par les faits, tu vois. Très vite, j'ai commencé à revendre des t-shirts de foot parce que moi, je suis un passionné de foot, tu vois. Et j'ai compris dès le collège que les gens étaient intéressés par les t-shirts de foot. Donc moi, à la cour de récré, bah, je dis des t-shirts de foot. Et j'ai copié en fait, j'ai rien inventé, tu vois. Je voyais qu'il y avait des petits jeunes qui étaient encore plus en galère que moi et qui se débrouillaient pour revendre des fausses Nike Air à tout le monde dans la cour de récré. Je me suis dit, attends, il y a certainement un truc à faire. Moi, je me suis dit, bon, bah, ça va être les maillots de foot avec le flocage. Il y avait un marché dans lequel tu pouvais acheter des maillots, des copies de vrais maillots, mais extrêmement bien faits. Et voilà, et je disais au gars de la cour, si tu veux, je mets ton nom dessus. Je mets ton nom sur le t-shirt. Je te montre ce que j'ai et je mets ton nom sur le t-shirt. Tu vois. Et donc moi, je les récupérais, je les faisais floquer. Ils étaient jamais floqués. Je les faisais floquer chez le gars qui fait les marques sur les t-shirts, là, les noms sur les t-shirts, etc. Ouais. Donc voilà, donc j'ai commencé un peu comme ça, j'ai fait une multitude de choses, jusqu'à ce que mais même, tu vois, à 17 ans, je faisais déjà je bossais déjà dans des restos les soirs, tu vois. Je faisais le service. Je me faisais payer au black, tu vois, je me rappelle même, je suis parti un été entier, je suis parti à Aix-en-Provence faire ma première saison, j'ai été mineur, tu vois. Et les gens, ils te payent au black, ils s'en foutent que tu sois mineur. Tant que tu travailles. Donc, tu vois, c'est pas politiquement correct, mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me disais, ok, c'est simple. Le seul truc que t'as pour toi, c'est que t'es bosseur. Donc, vas-y. Qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire? Donc, hop, vas-y, je prends une coloc, je trouve une brasserie, c'est que des Corses, les mecs, ils payent que au black, paf, ils te filent une cravate, une chemise noire, tu peux aller bosser, tu prends tes 1500 € par mois en cash, t'es content. T'imagines, t'as 17 ans, tu prends 1500 € en black. Alors du coup, alors c'est quoi la suite? Donc là, tu te retrouves à bosser La à 17 ans en suite, fait. ouais, la suite, mais même, tu vois, j'ai fait une multitude de petits tafs avant, mais en réalité, c'est plus vers 17 ans où j'ai commencé à absorber des notions d'éducation financière, notamment via les livres. Ouais, je devais avoir 17-18 ans quand j'ai lu Père riche, Père pauvre, Comment se faire des amis. Bon, tout ça pour dire que voilà, j'ai commencé à voir que, tu vois, c'est l'époque où sur YouTube, il y avait vraiment des influenceurs du mindset qui ont commencé à cartonner. Donc du coup, j'avais accès à ça puisque c'était gratuit sur YouTube. Et tous ces gens-là, ils disaient à l'unanimité, bah, faut lire des livres. Pas de souci, on prend les références, on lit les livres. Moi, je suis très cartésien. Tu me dis, écoute, faut faire ça parce que A plus B égale C. Et ce C, il te permet, si tu t'en sers en termes de levier, derrière, il te permet de faire toutes les autres lettres de l'alphabet. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, ben, je vais lire. Et donc là, toutes ces notions-là, évidemment, il a fallu relire les livres à plusieurs reprises pour que ça fasse un peu de lumière dans mon cerveau obscur. Mais quand j'ai commencé à l'appliquer à ma vie de tous les jours, c'est bon, tu vois, j'ai compris. J'ai arrêté de dépenser n'importe comment. J'ai arrêté peut-être d'avoir une ambition matérialiste, tu vois. Même encore aujourd'hui, souvent je passe pour le radin de service et ça me va très bien, si tu veux. C'est le personnage que je me suis construit, donc ça me va. Moi, je m'en fous, je suis pas un matérialiste. Et voilà. Et quelques années plus tard, du coup, j'ai implémenté, on va dire, assez rapidement parce que tu vois, à 20 ans, je faisais une offre d'achat, à 21 ans, le bien était acheté et à Donc du 22 ans, coup, il était revendu. pardon, excuse-moi, tu t'étais trouvé un CDI du coup? Comment t'avais fait pour acheter ton premier bien? Ouais, tout à fait. Comment j'ai fait? Waouh. Ça, alors du coup, à 18 ans, j'ai un CDI dans un bar à cocktail près d'un théâtre. Dans quelle ville du coup? À Limoges, là je retourne à Limoges, la ville où j'ai ma famille du coup. Là, t'avais ton appart, t'avais un petit studio, un petit truc et Là je prends mon premier appart. Ouais, besoin d'indépendance, je prends mon premier appart, j'essaie de me construire aussi parce que comme tu peux l'entendre à cet âge-là, moi j'étais vraiment pas construit en fait.
j'avais beaucoup de retard sur le fait d'être mature sur mes décisions, tu vois, j'avais assez peu de piliers sur lesquels me reposer, donc j'avais besoin de me construire. Donc je prends ce petit appart, je prends ce travail qui est épuisant à souhait, exténuant, vraiment pas les meilleures rencontres du monde que tu peux faire dans un bar, évidemment. Mais par contre, dans un bar, il y a ce qui est génial, c'est que j'ouvre une parenthèse par rapport à ça. Tu vois, tu peux voir le vrai visage des gens. D'une certaine manière, si tu acceptes de voir les choses telles qu'elles sont et que t'es un peu fin et que t'essayes de lire dans les regards et dans les expressions du visage, tu peux lire les gens, tu vois. Et moi, j'ai vraiment appris sur l'être humain. En fait, pour moi, c'est le meilleur exercice social que j'ai pu faire. C'est travailler dans ce bar et vraiment voir les personnes. Tu as de tout, t'as du petit, t'as du grand, t'as du beau, t'as du moche, t'as du riche, t'as du pauvre, t'as du mafieux, t'as du gentil, t'as de l'homme politique, t'as de l'artiste, t'as de l'inconnu. Et tout ça, c'est magique parce que ça te fait un espèce de cocktail où dans ton cerveau, ça fait des étincelles, ça te fait un feu d'artifice, tu vois. Et j'ai compris qu'en fait, moi, ce que je pouvais faire de l'application de la fameuse phrase qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on a autour de soi. En fait, chez moi, l'application, c'était je suis la moyenne des personnes avec qui je veux discuter le plus quand je travaille au bar. Donc j'ai compris qu'il fallait discuter avec ces entrepreneurs et ceux qui avaient de l'immobilier. C'était avec ces gens-là que je voulais... Donc je choisissais un peu mes tables, tu vois. Je choisissais un peu mes clients préférés, je faisais copain-copain, tu vois. Donc j'ai un peu commencé à utiliser les préceptes de influence et manipulation à ce moment-là pour peut-être aller chercher un objectif plus lointain, tu vois. Mmh. Et ouais, donc du coup, pour fermer cette parenthèse et continuer sur ce que je te disais, j'ai complètement perdu le fil. Alors, t'en étais à dire ça, et donc le truc, c'était de dire, t'avais ton CDI, ton boulot dans un bar, ton studio, Ouais. et là, tu te dis, c'est parti, Là, j'ai mis de l'argent de je côté. cherche un appart. Ouais, exactement. Alors en fait, j'ai d'abord essayé de clarifier mes finances et j'ai été terrible. Je dépensais beaucoup. Dès que j'avais de l'argent, je le claquais. Tu vois, j'ai eu une copine, elle voulait partir en vacances à Monaco. On a été à Monaco. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pensais que mon bonheur passait par ce genre de choses. Donc vraiment, je claquais. Et c'est tout l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour l'exemple. Mais du coup, je mets de l'argent de côté. Donc je mets un petit pécule de côté. Je me rappelle plus, peut-être 10 000 euros. Donc vraiment un tout petit pécule. Bah, 10 000, quand on gagne 1500, ça veut dire quand même que t'étais assez assidu et assez frugaliste. Ouais, mais un peu nazi sur les bords, hein, au niveau du côté radin de la chose. Mais du coup, je quitte ce taf au bout de 2 ans parce que ça correspondait plus à mes attentes et je voyais bien qu'en fait, je suis comme ça. Moi, je suis très, écoute, c'est simple. En fait, si je me sens pas bien, il faut que je switch, il faut que je passe à autre chose. Et je sais très bien que la vie c'est des cycles et des fois il y a des moments où bah tu vas te retrouver en bas de la pente et c'est pas grave, tu vas rebondir. Et donc je quitte ce truc un petit peu en me disant je vais trouver un autre taf, mais j'ai compris qu'il fallait pas que je bosse la nuit parce que ça me dérègle en fait et je suis pas auprès des bonnes personnes. En tout cas. Attends, mais juste pour souligner, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir économisé 10 000 euros en 2 ans en gagnant 1 500 euros par mois. Tu vois, c'est déjà pas mal. Tu vois, tu avais déjà une sorte de volonté. Tu Ouais, savais que tu avais un plus grand projet derrière qui t'attendait, quoi. Que cet c'est argent-là, tu vrai. voulais pas le cramer, quoi. C'est vrai. Donc ouais, j'ai mis cet argent de côté et au final j'ai quasiment cramé tout cet argent entre le moment où j'ai quitté ce taf et j'ai repris un autre taf. Ah zut! Donc, Ah, en attendant! ouais, Ah zut! ouais, parce que en fait, je me suis projeté sur d'autres trucs. Tu vois, par exemple, un truc que je faisais à côté, c'est que j'achetais des voitures aux enchères sur un site qui s'appelle Interenchères. Donc je les voyais en vidéo, je faisais mon enchère. Et si ça passait, je disais à mon père et à mon cousin de venir avec moi, je payais le train à tout le monde, on y allait en train et on revenait avec les voitures. Et en fait, ce genre de truc que je faisais pendant la période où je bossais, j'ai continué à le faire pendant la période où je bossais pas, et du coup, ça m'a cramé tout mon capital. Parce que c'était pas rentable comme petit business, tu les revendais pas derrière après les voitures? Si c'était pour les revendre, sauf que je t'explique, si on rembobine un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait, au final, il y a une voiture que j'ai filée à mon père, il y a une voiture que j'ai filée à ma mère, il y a une voiture que j'ai un peu réparée, que j'ai revendue, j'ai pas fait beaucoup d'argent. Sur d'autres voitures, ouais, il y avait peut-être 500 ou 1000 euros, mais au final, c'était rentable, mais vraiment sur le long terme, je suis pas fait pour ça, quoi. Vraiment, Ok. je suis pas bon là-dedans. Donc encore un petit side hustle que j'avais fait à côté et ouais, et donc du coup je trouve un taf chez Renault, le motoriste ou le vendeur de voitures à Limoges, donc concession Renault. Ils prennent je vois des annonces. En fait, je me dis je vais être commercial. Pourquoi? Parce que les commerciaux, j'ai vu qu'ils s'exprimaient bien.
Alors que moi, je suis un timide, j'étais timide quand je parlais aux gens. Si je parlais à un adulte, si je savais qu'il était plus vieux que moi, par défaut, je devenais tout rouge, je bégayais, je perdais mon souffle. Enfin, tu vois, j'ai un timide mais maladif, quoi, tu vois. Donc j'ai compris que les commerciaux, ils s'exprimaient très bien. Ils avaient pas peur de la honte, que la honte, c'était un truc qui les touchait pas, que c'était pour les gens qui avaient pas confiance en eux. Et donc moi, j'avais besoin de gagner confiance en moi. Ils pouvaient gagner très bien leur vie s'ils étaient malins. Et ils avaient une liberté dans le travail, tu sais, le commercial, c'est un papillon, tu vois. Faut lui laisser de l'espace pour qu'il puisse voler à sa guise. Donc, je me suis dit, ok, parfait, ça correspond à tout ce que je veux. Et surtout, avec cet épisode de voiture, je me suis dit, je veux pas avoir ma propre voiture. J'ai compris que le mieux, c'est d'avoir une voiture de fonction. Donc je vais trouver un taf où j'ai une voiture de fonction. Ah ouais. Et du coup, ça, t'avais vu des gens dans le bar, justement, qui étaient commerciaux? Enfin, ouais, c'est là un peu que t'as tout compris. T'as tout compris, c'est ça. Il y avait les commerciaux qui venaient cramer leur salaire les week-ends dans le bar où je bossais. Donc j'ai dit, ok, je veux faire ça, mais sans le cramage de salaire le week-end. Voilà. Nickel. Donc je me fais embaucher par Renault. Au début, ça se passe bien. Par contre, faut savoir que le salaire était... à l'époque, ça n'existe plus, j'espère. Ou en tout cas, la convention collective elle a dû se faire pincer parce que, à mon avis, ça n'existe plus. Les salaires, c'était quelque chose comme 850 €. Il y avait une explication rationnelle d'après eux qu'on passait de 1200 € de salaire minimum à 850 € en net, ça faisait ça. Quand on enlève la voiture de fonction, je sais pas, la mutuelle, enfin tous les trucs, etc. Donc on arrive à me faire gober que c'est normal et que derrière les commissions ça te permet de tourner entre 1005 et 2005 par mois. Venant de 1005 par mois, je me dis ok, je vais y arriver, je suis pas plus con qu'un autre, avec un peu de café et de la motivation, je vais y arriver. Donc let's go, on va vendre des voitures. En vrai, c'est hyper dur. Ils disent qu'ils prennent des débutants, mais ils forment pas. Tu vois, moi le peu de temps que j'ai passé en vente action marchande à écouter, en vrai, ça m'a pas permis d'appliquer quoi que ce soit sur le terrain. Donc j'ai un peu galéré. Là, pareil, je me rallie au plus vieux de la bande des vendeurs pour essayer de copier un peu la façon qu'il a de travailler. Et je comprends qu'en fait, ça va prendre énormément de temps. Parce qu'en fait, il est dans la boîte depuis plus de 25 ans et que sa récurrence de vente, elle est juste c'est juste le fait qu'il est là depuis très longtemps et les gens, ils achètent toujours à lui. Et vu qu'un Français, en moyenne, il consomme une voiture tous les 5 ans, une voiture neuve tous les 5 ans, ben en fait, je comprends que lui, il a un turnover et que à côté de ça, il peut grossir, acquérir des nouveaux clients. En gros, lui, il partait avec déjà un portefeuille client en place et toi, tu démarrais avec rien dedans et t'as compris que t'allais mettre des années à construire ça, quoi. C'est ça. Je me rends compte qu'on part de super loin pour parler d'immobilier quand même. Ouais, mais c'est super intéressant. Et donc, du coup, je dis ok, donc je prends une claque dans les dents et je me dis c'est simple, tu vas pas y arriver. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses le minimum syndical pour être crédible auprès des banques et que tu te focuses sur ton histoire d'immobilier. Grosso modo, c'est comme ça que c'est passé. Donc je m'arrache pour essayer de faire la moyenne des contrats et être aux alentours de 1500, 2000 € par mois. Et je monte un dossier dans plusieurs banques. Je me fais quasiment rejeter de toutes les banques, évidemment. Ils me rionnaient avec mon salaire net sans commission de 850 € pour des appartements. Et ça, c'est un truc que j'ai même pas dit à mes associés plus tard, parce que tu vas comprendre qu'il y a une histoire d'associés dès le début. Ça, je leur ai pas dit que j'avais fait les démarches en solo pour acheter. Parce que moi, je voulais faire mon truc dans mon coin. Je me suis dit, je suis meilleur que tout le monde. De toute façon, les autres, ils ont rien compris. Moi, je vais le faire tout seul. Je vais leur montrer. Bon, évidemment, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Et je me résigne un petit peu au bout de quelques mois à me faire jeter, quelques semaines en réalité à me faire jeter. Et je dis à un très bon pote d'enfance, enfin un mec avec qui j'ai grandi dans cette cité HLM. Je lui dis écoute, t'as un super poste chez Vinci. Moi, j'ai un poste qui est pas super, mais ça me permet d'être crédible chez Renault. Donc je lui dis que je suis crédible, il y a aucun souci avec ça. Et je dis à mon manager, mon ancien manager du coup de l'époque du bar dans lequel je bossais, le mec qui m'avait embauché. Je leur dis à tous les trois, on va manger, je vous explique, il faut qu'on fasse de l'immobilier ensemble. Pourquoi ? Parce que vous avez des finances, c'est bien, vous êtes bien crédible, etc. Et c'est le moment de le faire. Je vous explique, Limoges, c'est comme ça, donc je fais une analyse marché, je vais sur Internet, je sors tout ce qu'il faut pour leur prouver que j'ai raison. Ils sont pas chauds du tout. Ça m'a pris des semaines pour les convaincre. Et il se trouve que l'un des trois... Attends, parce que t'en as dit trois. Moi, j'ai ton pote de banlieue, ton ancien chef du bar, et moi. Et toi, oui, donc tous les trois.
Oui, parce que j'ai un ego démesuré, du coup, je me compte comme une autre personne. Et donc, du coup, lui, il a des contacts, tu sais, il vit la nuit. Donc, il connaît tous les chagris, tu vois. Ouais. Et lui, il a tous les contacts. Et il connaît un gars qui est endetté, mais de la bonne dette. Mais ça, je l'ai appris plus tard. Enfin, de la bonne et de la mauvaise. Et il est endetté comme c'est pas possible. Et le mec, il a des bâtiments partout, en fait, dans cette ville de Limoges et aux alentours. Et il a notamment un ancien moulin qui est au bord d'une rivière. C'est un endroit somptueux. Mais le truc, il est... une partie a été rénovée à la va-vite, si tu veux, pour mettre des gens en location et commencer à rentrer du cash dans la SCI. Et une autre partie est abandonnée. C'est une friche. Il y a des travaux. C'est vraiment... c'est extrêmement lourd comme projet. Et je crois que c'est un ensemble de, si je dis pas de bêtises, 60 logements. Ah ouais. Donc c'est énorme. Et je lui dis, écoute, tu sais, te rappelles, on avait visité, il voulait absolument nous en parler, il voulait faire un restaurant de luxe, te rappelles, il voulait nous vendre le projet, etc. Et ben, je lui dis, moi je pense que ça peut être un endroit où on peut faire des appartements si on arrive à isoler le bâtiment qui est sympa, celui qui est vraiment au bord de la rivière qui s'appelle l'Exette pour la petite histoire. Et bon, vraiment très difficile de vendre le projet. Au final, on y va. Après moult négociations avec le vendeur, du coup, qui vraiment avait besoin de cash, on réussit à isoler 4 lots qui sont les uns sur les autres. En fait, ça fait un ensemble de un rez-de-chaussée, un premier plateau où il y a 2 lots, et un troisième plateau où c'est un super grand appart avec une mezzanine, enfin vraiment, voilà. Donc ça, c'est le projet. Mais moi, je le vois dans ma tête, mais en réalité, c'est un chantier pas possible, tu vois. Et donc, je dis à mes 2 futurs associés, je leur dis, écoutez, c'est simple, moi, j'ai pas les moyens. Par contre, je sais que je peux, grosso modo, si je m'en sors bien, emprunter environ 60 000 euros. Toi, Bastien, mon pote, tu peux emprunter la même chose. C'est ce qu'il te faudrait, je pense, à mon avis, pour racheter, plus mettre, je sais pas, un petit peu pour les travaux. Et pour en bas, c'est tellement Bagdad que tu peux l'avoir pour une misère. Et donc, on négocie l'ensemble, on crée une copropriété et on sort ce bâtiment du moulin de fer, c'est le nom, voilà, du moulin, parce qu'il a un nom, il est classé, un bâtiment qui est classé. Donc, mon premier investissement direct, c'est de la division enfin c'est un truc mais je me rends pas compte en fait. Je me dis juste c'est simple, ça va le faire. Pourquoi ça serait difficile si les gens ils le font? Et du coup, donc vous avez chacun, donc comme ça, c'est découpé en 3 lots, vous aviez chacun votre lot. En fait, c'est ça, on s'est pas compliqué la vie, on a été chez le notaire en même temps, le même jour, on a acheté en indivision. Donc comme ça a arrangé le notaire, on faisait tout en même temps, on faisait un seul compromis. Dans le compromis, il y a un vendeur qui vend 4 lots à 3 personnes. Dont moi 2 lots, le lot du milieu. Okay. Parce que c'est moi qui ai porté le projet, c'est moi qui pouvais choisir, et puis ça a arrangé les autres en fait de prendre les 2 autres lots. Enfin bref, ça s'est fait tout à fait naturellement. Et nous voilà partis sur ce projet, ça prend une plombe à financer. Évidemment, malgré le fait que j'avais des associés, on s'est aussi fait jeter des banques. Bref, on y arrive par je ne sais pas quel moyen. Ah oui, je sais en fait. En fait, on s'est fait closer sur un crédit à taux variable à la Société Générale à l'époque. Donc ça, c'était en 2012, ça fait 10 ans. On se fait closer là-dessus et je suis tellement, en fait, au bout de l'énergie qui me reste pour mener ce projet que je dis, ok, on le fait. Mon associé me dit, ok, t'inquiète, de toute façon, c'est capé, on peut pas aller au-dessus des 2%. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, dans la situation au moment où on enregistre en septembre. Et le troisième associé, lui, par contre, il avait suffisamment de cash pour ne pas avoir besoin de la banque. Donc en fait, on a fait que mon pote d'enfance et moi, on a fait un crédit similaire. Et notre troisième associé, lui, il a tout financé en propre. Voilà. Voilà l'histoire de comment je démarre dans l'immobilier il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Oh, nickel. Voilà, on a encore pas mal il y a encore 10 années du coup d'aventure. Ouais. Mais le plus dur, mais en réalité, le plus dur, c'était dans ma tête. Le plus dur, c'était de me construire. Mais donc jusqu'à là, c'était le plus difficile pour moi. Et donc là, t'as ton premier investissement, tu gères les travaux, c'est toi qui les gères ? Ouais, je gère les travaux en fait. À la base, le deal, c'est que vu que les 2 autres ils sont vachement occupés et que moi je suis au bout de ma vie chez Renault, je leur dis écoutez, c'est simple, moi je vais bosser le matin, l'après-midi je fais un passage à la machine à café pour faire genre je suis là, et après je vais gérer les travaux. Donc je fais ça pendant 1 an. Évidemment au bureau ça se voit, je me fais saquer dans tous les sens et c'est full responsabilité sur mes épaules et j'en suis tout à fait conscient. Donc ça se passe mal. Je voulais financer un autre projet, au final c'est pas possible. Je quitte Renault en très mauvais termes. En plus du fait que je revendiquais des petites choses qui me semblaient tout à fait naturelles. D'ailleurs, aujourd'hui, je peux même pas en parler pour te dire au moment où on parle, je peux pas en parler publiquement. Oui. Donc voilà.
Au final, je quitte Renault en mauvais termes et je suis sur un projet de monter un bar à vin avec ce fameux associé avec qui j'avais déjà travaillé, tu vois. Donc la boucle recommence. Là, on s'associe, on monte un bar à vin parce que à cette époque-là, j'ai compris qu'il y avait que l'entrepreneuriat qui me plaisait. Voilà. Et évidemment, vu que je fais plein d'erreurs, je me suis mal associé, j'ai pas gagné d'argent dans l'affaire, peu importe. Et on finit les travaux. Je délègue une partie quand même des finitions parce qu'à ce moment-là, moi, je suis sur un move dans ma tête. Tu sais, ça va beaucoup plus vite dans ma tête que dans la réalité de ce que je peux faire. Et je me dis, non, mais moi, il faut que je parle anglais, en fait. Parce que si je veux progresser dans ma vie, quand t'as pas de bagage, il te faut le permis et parler anglais. Et je sais pas pourquoi, c'était ma lubie du moment. Je me suis dit, si je fais ça, j'arriverai à accéder à des postes qui payent mieux et du coup, je pourrais financer mieux de l'immobilier, tu vois. Et je postulais, tu vois. Et les gens, ils me disaient, mais non, mais vous avez rien pour vous. En fait, on peut pas vous prendre. D'accord. Ok. Et du coup, les travaux, juste pour comprendre, c'est toi qui les as faits et c'est juste les finitions où t'as délégué ou t'avais quand même Non, pris non, des non, non, gens? non, non. On a pris des Ah oui, entreprises. ah oui, j'ai eu On a peur pris quand des tu m'as dit. entreprises. Ok. Juste le casser des trucs et déblayer les gravats, ça je l'ai fait. Peinture, j'ai dû en faire un peu, mais en vrai, rien comparé à ce qu'on a payé. Non, on a vraiment pris des entreprises. En plus, on avait mon pote de chez Vinci, il avait tout ce qu'il fallait, que ça soit aussi bien du matériel, parce qu'il y a BTP, gros projet, tu vois. Donc il avait tout ce qu'il fallait, aussi bien matériel que contact. Il nous a trouvé une grande partie des entrepreneurs. Ok. Et donc là, quand tu as décidé de quitter Renault et d'apprendre l'anglais, là, les travaux étaient sur le point d'être finis ou ça commençait à être loué déjà ou pas encore? Oh non, non, c'était loin d'être loué. En fait, on était, on va dire qu'on était à 60-70% du chantier quand je suis parti, en fait. Je suis Ok. parti de France et j'ai dit à mes associés, ok, maintenant c'est vous qui gérez. Parce que moi j'ai un truc, c'est plus fort que moi, il faut que je parte. Et j'ai l'opportunité, je faisais déjà des allers-retours beaucoup au Canada. Et là, j'avais envie d'aller en Irlande du Nord. Bref, j'ai eu une opportunité, je vais en Irlande du Nord pendant 5-6 mois. Et eux, ils s'occupent des finitions. Génial, moi j'avance sur moi. Et en même temps, j'ai mon projet immobilier qui avance. Évidemment, ultra compliqué de gérer ce genre de détails de finition à distance. Ça apporte vraiment beaucoup plus de problèmes que de solutions. Quand je reviens, c'est les toutes fins de finition, donc je mets la main à la pâte. Vraiment, là, il n'y a plus d'argent. À ce moment-là, le crédit, l'enveloppe travaux, on l'a épuisé. Surtout qu'en fait, on a eu un peu la folie des grandeurs, mais on a bien fait. On a voulu faire des biens haut de gamme. Donc les 3 biens, luxe. Donc vraiment, on n'a pas pris des trucs premier prix, on a fait que du luxe, même la cuisine, c'est un truc de fou, on l'a fait venir du Portugal, avec un espèce de marbre noir comme ça, magique, enfin, magnifique. Les apparts, même moi, je me suis dit, mais en vrai, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Ma vie, elle est en train de changer du tout au tout. En fait, pas du tout. J'ai juste utilisé l'enveloppe travaux à bon escient. Mais moi, en vrai, je suis toujours le même. Donc on meuble avec des trucs que tu trouves pas dans les magasins. Donc par exemple, je vais à une vente aux enchères d'un magasin de chaussures qui vient de fermer, magasin de luxe. On achète tous les meubles. Donc là, on met des trucs classe. Moi, dans ma tête, donc évidemment, je dis rien à personne, mais dans ma tête, c'est simple. J'ai compris qu'il fallait que je fasse un achat-revente pour me rebarrer en Angleterre, parce que je suis tombé amoureux de leur culture, etc. Et donc du coup, je me dis, ok, l'Irlande du Nord, c'est bien, mais c'est pauvre. Là, cette fois-ci, je vais partir en Angleterre. Je vais aller chez les riches. Donc, on met l'appartement en vente. Évidemment, il se vend hyper bien, c'est-à-dire aller 30% au-dessus du prix du marché. Donc là, j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, je prends 50 000 euros sur mon compte d'un coup. C'est-à-dire, je rembourse mon crédit. Il reste 50 000 euros. J'ai le screenshot quelque part. J'ai gardé, tu vois, j'ai fait une copie d'écran de mon portable. Du jour au lendemain, j'ai la feuille. Quelques jours plus tard, sur mon compte Société Générale, il y a 52 000 euros qui arrivent sur mon compte courant. Et là, tu payes de l'impôt sur la plus-value dessus ou pas? Non, c'était ma résidence principale. Ah bah oui, oui, forcément. Ouais, ouais. Bah parfait. Donc Ah ouais, donc là, incroyable. nickel. Ah ouais. Ouais, incroyable. Toujours cette partie un peu sombre de moi qui persiste. Je fais des voyages qui coûtent une blinde à travers le monde. Tu vois, je voyage, je vais en Chine, je repars au Canada, je vais aux États-Unis. Enfin, je fais des voyages. J'avais envie de voyager. Je crame une petite partie de cet argent et après je fais aussi un placement. J'achète 2 petits apparts en IMO à Limoges. Au final, je suis sur l'ensemble de l'opération, je suis break-even, ça m'a rien coûté, j'ai rien perdu, mais j'ai pas gagné d'argent, quoi. Et là, tu redémarres avec 0 euros Et je d'économie? redémarre, en vrai de vrai, je redémarre avec 0 enfin, il reste peut-être quelques milliers d'euros sur un compte qui me permet, du coup, une fois que je repars en Angleterre,
de pouvoir me loger le temps que je trouve un travail, etc. Mais en vrai, j'ai galéré. Et ce qui est bien au moins, c'est que tu sais que tu te l'as fait une fois, donc il n'y a pas de raison que tu peux pas recommencer, quoi. Ah ouais, non, mais bon, on est Là, des animaux, Ouais. tu sais, on a nos travers, notre partie d'ombre. Moi, clairement, je retombe dans le panneau encore une fois. Mais là, c'était la dernière. Je le jure, votre honneur. Je le jure. Voilà un petit peu le schéma jusqu'à en fait, ça c'est mon premier argent dans l'immobilier. Il arrive du coup je crois que la vente, elle s'est faite en 2013. Achat 2012, revente 2013, si je dis pas de bêtises. Et 10 ans plus tard, si tu veux, pour faire une petite perspective, pour que les gens comprennent où j'en suis, je suis sur 3 immeubles, un appartement en full cash qu'on est en train de closer avec mon associé, un terrain sur lequel on va construire 2 maisons normalement, et enfin voilà, plusieurs, on est sur plusieurs dizaines de lots, quoi. Ah ouais, c'est génial. Et donc du coup, en 2014-2015, enfin c'est dans les eaux-là, pardon, 2014-2015, tu reprends un Hmm. CDI et là tu recommences tout, quoi. Tu recommences tout, enfin Non, tu même réempruntes, pas, c'est quoi ta même pas, stratégie du coup? même pas parce que ça serait trop facile. Ça serait pour une personne qui aime la facilité. Mais moi, j'aime pas la facilité. D'accord. Du coup, je me dis, je parle anglais, mais pas bien. Je le comprends, mais je peux faire mieux. Je suis pas bilingue, tu vois. Donc il faut que je sois meilleur. C'est un objectif, mais c'est plus fort que moi, hein. C'est un objectif. Du coup, je repars vivre en Grande-Bretagne. Je vais vivre à Bristol pendant 5 ans. Donc là, je me mets clairement des bâtons dans les roues parce que je l'ai appris plus tard. Mais déjà, le temps que je trouve un vrai taf, c'est-à-dire le temps que je fasse des petits tafs, genre serveur, le temps de mettre de l'argent de côté, prendre un meilleur logement. Ensuite, quand j'ai un meilleur logement et que j'ai de l'argent, peut-être prendre un peu plus de risques, aller prendre un taf où ils acceptent le fait que je parle pas super bien anglais, tu vois. Donc je vais bosser dans une agence immobilière typiquement. Et après, je change d'agence et je vais dans une agence qui vend des produits neufs en défiscalisation pour les Anglais, des produits qui ont été saisis, tu sais, en Espagne et au Portugal. Donc voilà, donc j'apprends en fait l'immobilier professionnel, je l'apprends à ce moment-là, je l'apprends même pas en France en vrai. Ah ouais, incroyable. Ouais. Et moi en même temps, dans ma tête, j'ai cette petite voix qui dit, bah, de toute façon, dès que t'as un bon taf, tu peux emprunter en France et en même temps que tu viens en Angleterre, t'achètes en France. Tu délègues tout. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en Angleterre, c'est des livres sterling et il y a aucune banque qui voulait me prêter avec mes salaires en livres sterling, tu vois. Ah Et je cherchais la zut. solution. En même temps, pendant ces 4-5 années où je suis sur place, je fais les allers-retours en France. Dès qu'il y a comment on appelle ça, dès qu'il y a un salon ou un événement type séminaire immobilier, séminaire entrepreneuriat sur le net, etc. Je vais, tu vois, dans ces endroits-là pour essayer de trouver la solution, rencontrer des gens, tu vois. Mais je trouve pas. Donc il a fallu que je quitte l'Angleterre en 2018 et que je revienne vivre en France pour réinvestir, en fait. Donc du coup, en 2018, t'avais du coup rien, mais des économies, j'imagine. Ouais, j'avais un peu d'économie. J'avais toujours ces 2 petits apparts à Limoges sur lequel ça se passait et l'autre ça se passait mal. Du coup, il a fallu que je solde ces deux biens où je te dis où en fait j'ai pas fait d'argent, vraiment une très mauvaise expérience. J'ai même pas envie de donner de l'énergie à repenser à ça. Et en 2018, en fait, je rentre avec ma motivation et mon couteau, pour pas dire autre chose. Ok. Donc je rentre, je me rappelle très bien, c'est la finale de la Coupe du Monde. Je passe 10-15 jours avec ma famille, on regarde la finale, on est champion du monde. C'est bon. Dans ma tête, je peux me relancer dans la vie active, dans un nouveau projet. Ouais, ouais, faut être sûr que. Et voilà. Et j'avais un petit peu préparé j'avais une sorte de parachute en réalité parce que j'avais fait mes recherches d'emploi en Angleterre. Et il y a une start-up française qui veut bien m'embaucher en commercial terrain. C'est une real estate. Donc en fait, real estate, ça veut dire une start-up dans le monde des nouvelles, dans les nouvelles technologies, mais dans le monde de l'immobilier. Donc real estate. Et donc du coup, cette boîte, elle m'embauche et j'ai un CDI de commercial qui ça se passe hyper bien. C'est l'ambiance start-up, donc vraiment je suis resté 3 ans chez eux et ça a été les 2 premières années incroyables. J'ai même pas les mots pour le décrire ce qui s'est passé. Évidemment, j'ai vécu à l'hôtel pendant ces 2 années, hein, donc faut pas imaginer que j'avais une vie sociale et une vie personnelle très riche, mais par contre j'avais une vie professionnelle qui était juste incroyable. J'ai rencontré des gens. Tu vois, j'ai mangé à la table de tous les patrons de sociétés de l'immobilier français, aussi bien que ça soit des agences immobilières. Donc j'ai mangé
autour de la table avec Century 21, le CEO de Wiggy-OK, ERA, enfin, voilà, toutes ces entités-là, moi je faisais du B2B, donc c'était mes partenaires de travail. Donc je bossais avec ces gens-là. Et t'habitais où du coup? C'était à Paris? À Montpellier. À Montpellier, d'accord. Ouais, parce que la boîte étant une start-up, elle était toute petite, on était très peu en fait. Je suis arrivé, si je dis pas de bêtises, j'étais le 3e ou 4e contrat de la boîte, tu vois. Et je suis parti 3 ans plus tard, ils étaient plus de 60. Ah ouais. Donc je suis arrivé, on avait juste beaucoup de motivation, plein d'idées, tout l'argent qu'on rentrait, en gros on avait le droit de le cramer, c'était open bar, on faisait ce qu'on voulait. Donc voilà, il fallait être juste innovant, vendre des contrats et s'amuser au travail. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Ce qui m'a permis de racheter des immeubles sur la région du coup, parce que à la base, effectivement, j'ai choisi de vivre à Montpellier parce que j'ai des amis sur place et je voulais être proche d'eux. Mais aussi parce que il y avait plusieurs lignes directrices que je voulais suivre, à savoir l'immobilier en Occitanie, il y a beaucoup d'opportunités. C'est le sud de la France, c'est très recherché, mais en même temps, les gens, ils ont un peu une mauvaise image du sud de la France, du golfe du Lion. Et je savais qu'avec les années, ça allait s'améliorer à la même, tu vois, c'est un peu comme Marseille, tu vois. Il y a 10 ans, tu disais Marseille, les gens, ils avaient tout de suite l'image drogue, Kalachnikov, etc. Aujourd'hui, tu dis Marseille, le premier arrondissement, c'est la classe, tu vois. Donc, non, aujourd'hui, je regrette pas du tout mon choix. J'étais sur Montpellier, mais en vrai, je passais ma vie à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Voilà, je passais ma vie dans l'avion, dans le train, à l'hôtel. Je faisais ça. Et t'avais quand même un petit appart en location à Montpellier. Exact. Et tu t'as commencé du coup en 2018-2019 à acheter ton premier immeuble. Exactement. Dès que j'ai eu mes premiers salaires, j'ai posé des dossiers à la banque. Et j'ai fait mes premières recherches. Donc en 2019, j'ai acquis un premier immeuble, en 2020 un deuxième. Et tu t'excentres un petit peu? T'achètes à Montpellier même, ou est-ce que tu vas voir un petit peu aux alentours? J'achète, je vais pas donner les villes exactes, mais j'achète dans le Biterrois, dans l'Aude. Et là, on regarde même un peu plus loin avec mon associé, parce que maintenant, du coup, j'ai des associés pour continuer à croître. Donc en gros, tu investis à 1 heure de route de Montpellier. Enfin, je m'y connais pas trop en géographie. À peu près, ouais, 1 heure et demie. Ouais. Ça. Ouais, donc tu t'excentres pour avoir des prix hyper intéressants au mètre carré et quand même de la rentabilité. Exactement. Moi, à titre personnel, je suis toujours locataire. Je pars du même postulat, j'ai toujours le même radin, tout va bien. Et je continue à investir tant que je le peux, avec les possibilités qui sont les miennes, c'est-à-dire un salaire fixe, assez peu de dépenses parce que je passe ma vie au travail et que tous mes frais sont pris en charge par la boîte. Voilà un petit peu comment je relance la machine qui a été mise en stand-by pendant 4 ans et demi, quoi. Ok, donc premier immeuble 2019, deuxième immeuble 2020. 2020, ouais. 2021, Covid, donc impossible. Non, c'est 2020 le Covid, c'était en mars 2020. Ouais, mais en 2020... Mais t'avais acheté avant Ouais, je pouvais pas passer d'autres dossiers. Donc en 2021, j'en repropose. Là, j'arrive plus à faire passer aucun dossier. Et en 2021, en fait, si tu veux, moi, ma relation avec mon associé actuel, elle commence vraiment à s'intensifier. Elle commence vraiment à être... On est vraiment sur la même longueur d'onde. On commence à monter un projet. C'est un ami, C'est un ami. C'est mon frère de cœur. D'accord, mais que tu connais depuis la banlieue ou que tu connais depuis pas du tout. Plus tard? Que je connais, incroyable, que je connais depuis... encore une fois, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. En fait, je fais un Londres-Paris parce qu'il y a un séminaire qui est tenu par Cédric Anissette en 2016. À Paris, je vais sur place 2 jours, je croise des gars, ils me disent « Ah, c'est vachement bien ce que tu fais » parce qu'à l'époque, j'avais créé un petit site internet qui parlait d'immobilier, etc. Enfin bref, ils m'ont reconnu, on discute, et ils disent nous, on a un petit groupe de 5-6 personnes, on est en train de monter un mastermind privé, juste entre nous. C'est pas payant, mais l'idée, faut que ça apporte de la valeur à tout le monde. Donc t'as pas le droit de pas être présent aux appels. Enfin, c'est un truc un peu strict, et moi, ça me plaît. Tu vois, sur le papier, je me dis « Ok, strict, c'est bien », parce que strict veut dire résultat. Bah oui. Donc je dis « Moi, ça me va ». Et il y a de tout dedans, t'as des infopreneurs, t'as des e-commerçants, t'as des investisseurs immobiliers, t'as des entrepreneurs en physique, enfin t'as de tout. Et voilà, et une de ces personnes, c'est ce gars-là. C'est ce gars-là. Vraiment un gars qui a les idées entrepreneuriales bien, tu vois, il a le cerveau bien fait. Okay. Et un mec avec beaucoup de valeur. Et on commence à se mettre d'accord sur le fait qu'il faut qu'on soit un peu plus pro en IMO, qu'on s'organise différemment et qu'on passe à la vitesse supérieure. Donc ça passe par l'association. Et donc là, on commence à monter des projets ensemble, on essaie de les faire passer en banque, on comprend vite ce qui va pas pour les banques, et surtout ce qui va pas.
Et du coup, là, en 2022, on passe les dossiers. On commence vraiment à faire passer les dossiers. Et donc là, je te dis, ça s'accélère. C'est-à-dire que normalement, si je dis pas de bêtises, à la fin de l'année, je devrais doubler mon parc immobilier juste parce que je me suis associé avec François et sa femme et ma femme aussi. On est, du coup, tous les quatre, on fait ça ensemble, quoi. Ah, c'est génial. Ouais. C'est génial. Et du coup, votre stratégie globale, c'est immeuble. Donc, vous faites plus que de l'immeuble. Ouais, c'est une super question. En fait, là, actuellement, on fait passer 2 immeubles, mais à côté de ça, on achète aussi un bien en fonds propres pour rassurer les banques. Ok. Donc, tu vois, parce qu'on sait que à côté, il va falloir qu'on apporte quelque chose et que nous, on n'aime pas apporter du cash. On veut garder notre cash, on veut s'en servir pour autre chose. Tu vois, on connaît bien les ficelles, donc on veut bien mettre de l'apport pour jouer le jeu et prendre des contrats à tire-larigot si ça leur fait plaisir. Mais par contre, on veut pas bloquer le cash. Donc le cash, Ok. on essaye de le garder. Et du coup, le tuyau que je peux donner à tes auditeurs, c'est éventuellement d'avoir de l'immobilier en fonds propres. Ok. C'est-à-dire, même si c'est pas vraiment cher, même si c'est juste un petit appart à 40, 50, 60 000 euros, de l'avoir, de le payer et de le garder. Et du coup, il y a que les loyers. Donc, évidemment, il y a de l'impôt sur les loyers. Enfin, ça dépend de la stratégie, le type d'exploitation. Mais ça rassure énormément les banques. C'est comme un Ouais, salaire, d'avoir hein. quelque chose de déjà payé, en fait. De Exactement. complètement payé. Ok. Voilà. Parce que la dette immobilière, oui, c'est une dette qui est saine. Par exemple, moi, mon cas, c'est que j'ai un crédit, mon crédit le plus vieux actuel, sur lequel je rembourse des mensualités de crédit, il est de 2018. Ça veut dire qu'il est hyper jeune. Tu vois? Ouais, Il y a ouais. beaucoup de capital restant dû encore. Donc du coup, la banque, quand elle voit ça, et le deuxième, il est de 2020. Donc la banque, quand elle voit ça, Ouais, tes deux premiers immeubles, en fait. Bah, forcément, t'as pas encore exactement. beaucoup remboursé, surtout si t'as fait du différé. En plus, Euh, tu connais la Bah technique. oui, oui. Donc en plus, moi, j'ai fait du différé, j'ai tiré la corde comme c'est pas possible. T'as réussi à Euh, faire combien? 2 ans? 3 ans? Le premier, 1 an, le deuxième, je viens tout juste de commencer. Là, je crois le mois dernier, j'ai Ouais. déclenché le capital. Tu vois. J'avais que payé les intérêts intercalaires jusqu'à présent. Bah ouais, ouais. Bah ouais, nous, Donc, pareil, nous, on fait un max de différé. Ouais, mais ouais. donc du coup, le contre-coup de faire beaucoup de différés, tu vois, c'est que tu t'amortis pas de capital. Et donc du coup, la banque, elle se dit, ok, attends, ça veut dire que c'est full risque pour nous et toi, tu prends pas de risque. Donc non, apporte-nous un petit peu de sécurité. Et c'est normal, c'est le deal. Ceux qui gagnent au jeu, c'est ceux qui connaissent bien les règles du jeu. Hein. Donc la règle, c'est d'avoir de la valeur à proposer. Et du coup, t'ont demandé de mettre une hypothèque sur le bien que t'avais acquis directement en fonds propres ou pas? Ils te le placent en hypothèque, les banques, Non, ou ils est-ce le que placent c'est pas en juste pour le hypothèque. savoir? C'est juste pour Ils sont contents que tu l'aies et c'est tout, quoi. Ils le placent pas en hypothèque. En tout cas, pour les 2 banques avec lesquelles on fait les projets. Par contre, ils prennent en compte les loyers qu'on perçoit pour la garantie. Donc, on passe par il y a une société de garantie, mais c'est pas de l'hypothèque sur le coup. Et je pense que la technique, je l'ai pas fait le calcul, mais il faudrait que je le fasse, c'est de calculer ça en termes de pourcentage. Par exemple, combien de centaines de milliers d'euros de capital j'ai encore à amortir sur combien j'ai de capital immobilier en valeur foncière en propre, tu vois, que j'ai déjà Ouais, ouais. remboursé. Ok. Donc là, votre stratégie, c'est que vous avez. J'aime bien parler un peu technique. Juridiquement, vous créez une SCI Ouais, c'est ça. projet. Exactement. Et comment vous faites pour vous associer? Vous êtes à 50-50 vous... Enfin, je sais pas si c'est indiscret de Exactement. poser la question. C'est pas indiscret, pour l'instant c'est 50-50, vu qu'on est 4, 25, 25, 25, mais c'est Attends, un on peu... est quatre parce que moi je suis perdue là. Moi j'en étais Ouais, parce que à moi un parce que lui Ah oui, il a sa sa femme femme et moi j'ai et ma ta femme. femme. Ah bah oui, voilà. Ok. Ouais, parce que nous on est comme ça, c'est une petite famille, tu vois, c'est une petite mafia, on fait ça en famille, tu Ok, vois. ok. Et vous êtes pas mariés du coup, vous êtes déjà. Si vous êtes déjà Non, mariés. on n'est pas, ni lui ni moi, on n'est pas mariés, mais c'est notre petite mafia. C'est notre Ok. petite mafia. Ah C'est bah une c'est phrase que je génial. tiens de lui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette association, est-ce que vous êtes complémentaires? C'est-à-dire que vous avez des rôles qui sont pas forcément les mêmes? Oui, c'est Ça exactement ça. m'intéresse. T'as tout compris. Moi, mon rôle, ça va être vraiment focus travaux, focus chasse et travaux. Et eux, ils montent le dossier, ils le présentent en banque. Ok. Évidemment, bon, je t'épargne la partie qui va faire la déco, qui va faire l'aménagement, etc. En fait, pour nous, ça c'est de la gnognotte. Ce qui nous intéresse Ouais, ouais. vraiment, c'est monter les projets,
avancer dessus, prendre des entrepreneurs du bâtiment pour avancer sur les projets et on continue. Et en fait, cette association, normalement, d'après mes savants calculs, on est censé ne pas se faire bloquer au moins pendant 5 ans. Avec tout le capital que ça amène, tous les loyers qui vont tomber et la situation professionnelle de mon associé qui est juste parfaite. Tu vois, il apporte aussi un peu de stabilité financière dans les Ouais, dans les tout à métriques. fait. Ouais. Tandis que moi, je suis peut-être un peu plus risqué pour les banques, mais par contre, j'ai un savoir-faire. Tu vois, au total, j'ai monté 16 projets. J'ai rénové 16 biens. Que ce soit les miens, ceux de mon père, ceux de mes associés. Au total, c'est moi j'ai géré 16 rénovations. Donc aujourd'hui, quand on monte un projet et qu'on le présente, il y a généralement pas d'erreur dans le dossier. Ah ouais, c'est top. Et du coup, l'exploitation, vous faites de la longue durée ou de la courte durée? Alors, super question. Ok, ouais, ça c'est un sujet que j'ai pas abordé. Je sais pas si c'est pertinent de le dire, mais moi, quand j'étais en Angleterre, j'ai aussi monté une conciergerie sous forme de sous-location. Et donc du coup, je voulais me baser là-dessus dernièrement là pour repartir sur de la location courte durée. Parce que ce que je faisais, c'est que je louais des appartes à des gens, des appartes qui étaient pas ouf, et je leur disais, bah écoutez, c'est simple, moi je vous fais une sorte de garantie de loyer. Par contre, je vous le dis direct, ça va partir en location saisonnière. Donc je refais un coup de peinture, je change les meubles, et derrière ça part en location courte durée. Donc moi je vais me faire de l'argent sur le bien, je vous le dis. On parlait d'un SMIC par mois par appartement, c'était énorme. Hein. Et t'as fait ça à Bristol, du coup? Je faisais ça à Bristol, ouais. Et t'as réussi à maintenir ce petit système à distance quand t'es rentré en France ou t'as dû tout arrêter? Non. J'ai arrêté avant de partir. Je me suis arrangé avec un copain espagnol qui vivait sur place, un pharmacien. Qui a repris l'affaire? Qui a repris l'affaire et qui l'a explosé, à mon avis, 6 mois plus tard. Parce qu'il s'imaginait pas que c'était du travail, en fait. Je cumulais mon travail dans l'agence immobilière, plus ça, les soirs, j'y allais, c'était très fréquent que je me tape des ménages ou des check-in ou des check-out en pleine nuit, quoi, tu vois. Donc, ah oui. avec ce bagage, je me dis, ok, je veux plus m'en occuper. Donc, on va partir sur vraiment de la location meublée, mais de longue durée. On va faire des trucs un peu quali plus de manière à ce que les gens, ils aient envie de rester et qu'ils me saoulent pas à partir tous les ans des appartements. Et là, dernièrement, sur un studio, je me suis dit, j'ai quand même, tu vois, j'ai un locataire qui est parti et c'est sur le premier immeuble. Donc, depuis 3 ans, j'ai un locataire tous les ans qui part sur ce studio. Donc, j'en ai marre. Et je me dis, ok, je vais le mettre en location saisonnière. Je m'arrange avec une conciergerie. Elle prend le bien. Et on a fait le test pendant tout l'été, là. Et ça, c'est pareil, exclu. Allez, ça tombe ici. J'en ai même pas encore parlé dans le podcast. Mais en réalité, j'arrête la location saisonnière sur ce bien. Ça a été un test en termes pécuniaires très rentable. Je fais à peu près 25% de plus de marge nette. Une fois la mensualité de crédit payée, je fais à peu près 25% de plus que ce que je faisais en longue durée. Mais, tu vois, ça abîme l'appartement beaucoup plus vite. Je peux voir en l'espace de 2 mois la différence. Il y a toujours un truc qui va pas. La conciergerie, elle me sollicite vraiment, j'ai pas envie d'être sollicité. Voilà. Donc, je décide de pas le faire. Je fais donc un petit peu de travaux là pour remettre le bien au top. J'apporte un peu plus de valeur, j'augmente le loyer, je le remets en longue durée. Et basta. Et je l'ai mis sur le bon coin. J'ai déjà mis l'annonce. En l'espace de 3 jours, j'ai 35 demandes, un peu plus de 300 visites sur l'annonce. Donc, je vais le louer hyper facilement. Mais c'est un truc de dingue, hein. Dès qu'on fait les choses un peu bien en travaux et en ameublement, on est inondé de demandes, quoi. T'as vu? Non, mais c'est fou, hein. C'est hallucinant. Et même si on est 20% au-dessus du prix du marché, ou 30%, on est d'accord. Ça continue à appeler. Parce que, en fait, le marché locatif, en tout cas dans les villes bof, entre guillemets, j'aime pas. Non, mais moi j'ai une copine, tu sais que toi t'es à Metz, si je dis pas de bêtises. Et moi j'ai une copine qui investit, mais très très fort sur Nancy et Metz. Et elle me dit, mais t'imagines pas. C'est pas sexy sur le papier. Mais moi non plus, hein, si je te donnais le nom des villes. C'est pas sexy. Mais là, il y a de la demande, en fait. Il y a de la demande. Et en fait, d'un point de vue concurrence d'appartements, en fait, il y a une ribambelle d'appartements délabrés en location. Et dès qu'il y a un truc refait à neuf, en fait, les gens, ils se ruent dessus, quoi. Enfin, nous c'est comme ça qu'on Moi, j'ai remarqué que pour les petites surfaces, ce qui faisait la différence, c'est l'équipement électroménager. En vrai. La déco évidemment, mais tout le monde aujourd'hui est capable d'aller sur Pinterest, de passer chez But et de faire la même chose. Donc la déco c'est une chose, mais moi je pense que c'est vraiment électroménager. Donc maintenant je me fais pas, je m'embête pas. Je mets tout limite. La personne elle vient avec son petit bagage cabine et elle a tout pour vivre.
Ouais. Jusqu'au Ouais, c'est ça. sèche-cheveux, la machine à café Senseo avec un paquet de dosettes offert, Ouais, ouais. Comme ça, elle a- elle sait qu'elle, en fait, dans ses calculs, elle se dit, au moins, j'ai pas les coûts de déménagement à gérer. voilà. Donc en fait, j'ai juste à prendre mes clics et mes claques et voilà. Nickel. En fait, la raison pour laquelle il y a beaucoup de demandes, c'est plutôt triste parce que c'est juste le fait que ce qu'il y a sur le marché, c'est juste pas top. Bah C'est oui, c'est juste pas ça. top. Et les gens C'est ça. acceptent de vivre dans du pas top et c'est juste dégueulasse et moi ça m'embête. Et quand les gens me disent ouais les propriétaires vous faites de l'argent sur le dos des locataires, non mais en fait en réalité les propriétaires ils apportent tellement de valeur à leurs locataires qu'ils sont heureux de leur payer cette somme. Bah ouais, complètement. Puis il faut bien des gens qui. Ouais, c'est rigolo, il y a des haters, je sais pas comment on appelle ça, des fois sur Instagram. Oui, c'est pas bien de. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, hein. Enfin, de gagner de l'argent en logeant des gens. Mais je fais, bah ouais, mais en même temps, tu veux qu'ils habitent où, tu vois? Ouais, Qu'ils habitent gratuitement. dehors, quoi. Bah bien sûr. Enfin, ou que tu les loges gratuitement. Enfin, Bah c'est. évidemment. Ça Putain, coûte mais... bien sûr. non, mais enfin, bref, des fois, t'entends des trucs, tu te dis, mais les gens. Ouais, Ouais, ouais. ouais, évidemment, mais ça, tu sais, du coup, c'est synonyme d'une très mauvaise éducation financière chez nous en France. C'est terrible, et tu vois. Moi, je suis triste. Hein. Tu sais, j'ai des petits frères, j'ai des petits cousins. Je vois je suis au contact de gens plus jeunes que moi aussi, et évidemment, je fais pas le papa parce que c'est pas mon rôle et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais je suis juste observateur et je me dis que c'est triste. Qu'il y a Ouais. parce que on peut être nul en tout. Moi, j'étais quasiment nul en tout. Mais l'éducation financière, vraiment, c'est un peu comme l'hygiène, tu vois. Ouais. À mon avis, c'est comme boire de l'eau ou bien dormir. Tu vois, bien gérer ses finances, c'est comme bien dormir. D'ailleurs, ça permet de dormir sur ses deux oreilles. Et d'ailleurs, ça me fait penser, par rapport au crédit conso, moi j'ai un point de vue assez tranché sur le truc. Moi je Ouais, trouve que limite ça devrait être interdit, parce que je trouve que 99% des gens qui s'en servent, ils ouais, s'en servent à mauvais escient, quoi. Et en fait, ouais. ça met les gens dans la panade. Je sais pas si toi, tu côtoies peut-être plus de personnes qui sont dans ça. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai le Mathieu que t'as en face de toi aujourd'hui, il connaît très peu de personnes qui utilisent le crédit conso. Par contre, est-ce que ça devrait être interdit? Là, c'est un sujet un peu plus deep parce que la réalité, c'est que les banques, elles peuvent nous financer notre immobilier grâce au blé qu'elles se font sur le dos des gens qui ont une mauvaise éducation financière. Ah ouais, non, mais c'est une super vision, ça. Donc du coup, évidemment que moralement parlant, je suis contre le crédit consommation et ça, c'est un peu tu sais, le crédit consommation, c'est le bras armé de l'État. Et c'est celui qui te permet de rester dans ta merde et de bien te la faire manger, tu vois. Tant que l'État peut utiliser cette arme, les gens ils pensent que c'est la télé qui te mâche le cerveau, qui te broie le cerveau, etc. Mais pas du tout. C'est la castration financière qui te broie le cerveau. Parce que quand t'as pas d'argent, même si l'argent fait pas le bonheur, on l'a entendu partout, etc. Oui, d'accord, peu importe. En tout cas, il te permet d'avoir un peu plus les mains libres et un peu plus le cerveau apaisé pour faire de meilleurs choix dans ta vie. Et en fait, pour moi, c'est un matériau, tu vois. C'est un matériau de qualité, l'argent. Et il a la valeur et la qualité qui te permet à toi qui en a, ou qui n'en a pas, de te sentir différent, tu vois, dans tes choix. Et aujourd'hui, je sais que je fais des choix dans ma vie de tous les jours. Mais les gens, ils pensent quoi? Ils pensent que parce que je prends des loyers et que je peux vivre sans avoir d'emploi, ils pensent que que j'ai le dernier iPhone. Tu vois? Tu vois, hier, j'étais à l'inauguration d'une boutique de chaussures sur Montpellier. Tu vois, j'ai un collègue qui a monté une boutique de chaussures. Je suis venu lui apporter de la force, tu vois, c'est l'inauguration, je viens et tout. Dans les conversations, je te jure, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la dernière paire. Mais moi, je suis hyper fier de lui, d'avoir monté ce projet, tu vois, d'avoir monté cette boîte. Mais je vois bien les gens qui sont là, ils veulent la paire de chaussures, elle coûte 400 balles, tu vois. Ou ils veulent acheter à leurs enfants la paire de chaussures à la mode qui va faire en sorte qu'à l'école, ils vont pas être discriminés ou ils vont faire partie du coup d'un clan, tu sais, le biais de tribalisme. Et donc du coup, la paire de chaussures, elle est minimum à 150 €. Ah ouais. Ah ouais, Tu vois? même moi, j'arrive pas encore à me dépenser Moi, je te autant dis la d'argent là-dedans, vérité, quoi. cet été, c'était les soldes, j'étais en Italie cet été, c'était les soldes, en vrai, je me suis payé une paire de chaussures qui va me durer. Pour sûr, elle va me durer 1 an. Je l'ai payé 40 balles. Je suis content. C'est du cuir, c'est pas une marque, mais elle est en cuir. Tout va bien. Tu vois, moi, c'est ça, ma philosophie un petit peu. Ah Je ouais. vis un petit peu tout comme ça.
l'immobilier, les décisions financières. Je préfère un bon moment de qualité entre amis. On va acheter une bonne bouffe, tu vois, chez le traiteur ou dans une ferme du coin. On va acheter de la bonne bouffe. On se fait un bon pique-nique à la campagne ou à la montagne, parce que j'adore la montagne. Et ouais, là ouais, tu vois. Ouais. Alors on Là, se rejoint tellement, je suis tellement d'accord. Et s'il faut, dans le même mindset. et s'il faut régaler le petit producteur parce que son fromage il est terrible, eh ben on le régale, tu vois. Bah ouais. Et ça, et en termes d'enrichissement, parce qu'on parle de ça, hein, on parle que de ça en réalité. L'enrichissement il est vraiment là. Et grâce à ce matériau qui est l'argent, je peux me payer des moments comme ça. Non mais je trouve que tout ton témoignage il est ultra inspirant. Je pense que en plus tu mets une claque à toutes les personnes qui se disent ouais je peux pas investir, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, alors qu'il y a des gens qui ont des très bons postes avec beaucoup d'économies de côté, etc. et qui passent pas à l'action. Et je trouve que t'es la preuve. Bah c'est sympa. Enfin que c'est vraiment dans la tête quoi. Enfin j'adore ton témoignage. Enfin ouais c'est dans la tête. C'est dans la tête. Faut se faire violence hein. Et si alors du coup là finalement t'as quitté ton travail, t'as arrêté de bosser dans la fameuse start-up. Exactement, c'est plus une start-up du coup hein, c'est vraiment devenu une grosse boîte importante dans leur en tout cas dans leur industrie, dans leur branche et franchement ils m'ont énormément apporté en termes de mindset aussi. Et de négociation, j'en ai pas parlé, mais la négociation c'est un gros truc hein, chez nous les investisseurs. Mais je les ai quittés il y a 1 an parce que j'en avais la possibilité financière. Donc j'ai arrêté. Moi, pour être tout à fait transparent, j'étais un petit peu au bout de mon aventure avec eux. C'est toujours cette histoire de OK, j'ai fait le tour de l'histoire. À mon avis, il est temps de boucler la boucle pour partir comme un roi et après peut-être de partir sur autre chose. On m'a proposé d'autres tafs, mais je les ai pas acceptés parce que, en réalité, les loyers que je touche me suffisent. Je dépense très peu. Tu sais, c'est un peu Rodolphe de la pub free. À défaut de dépenser beaucoup d'argent, à défaut de gagner beaucoup d'argent, j'en dépense très peu. C'est un peu ça, tu vois. Donc évidemment, je vis très confortablement, mais j'ai pas envie de reprendre une activité salariée parce que mon hack d'investisseur à moi, c'est l'association avec des profils sérieux. Donc je sais que je peux rester sans bosser pour 1 an, enfin sans être, je bosse hein, franchement c'est du travail de s'occuper des appartements, mais je veux pas être salarié parce que je sais que pour l'instant le fait de m'associer avec des profils sérieux, ça me permet de continuer à investir. Génial. Là, je pense qu'on arrive à peu près à la fin de l'épisode. Je voulais juste que tu partages aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre si jamais ils veulent continuer à connaître tes aventures. Ils peuvent me suivre sur Instagram, Mathieu Jamois. Voilà. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que je partage aussi sur un podcast. Bon, voilà, sans vouloir me faire vraiment de l'autopromo, j'essaye de partager aussi mes points de vue sur l'investissement immobilier, et aussi il y a une grosse partie travaux. Moi j'adore les travaux, j'ai compris qu'en fait une des grosses valeurs ajoutées elle consistait à être bon sur la partie travaux, aussi bien en économie de travaux qu'en qualité de travaux. Ça passe par par les finitions, la décoration, les petits hacks d'investisseurs, utiliser les bons matériaux au bon moment, passer par les bonnes personnes, voilà, c'est tout ce genre de choses. Donc au final j'ai plus, à mon avis, parlé aujourd'hui avec toi de mindset que dans tous les épisodes que j'ai pu partager sur le podcast. Parce que je pense que je suis pas le meilleur pour parler d'état d'esprit, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui le font tellement mieux que moi. Et en réalité, moi, je suis un passionné d'immobilier. Ah non, mais je trouve qu'au contraire. Tu trouves? Ouais, je sais pas, c'est sympa, je le prends vraiment bien, mais je pense que les gens, il faut que ça vienne d'eux. Il faut que ça parte d'eux, en réalité. Moi, tu vois, pendant longtemps, j'ai essayé de convaincre mon frérot, mon vrai frère, qu'il fallait qu'il change d'état d'esprit. Et en fait, tu passes pour son père, et lui, il veut pas ça. Il veut juste que tu sois son frère, tu vois. Et donc, en fait, en réalité, je me dis que les gens, c'est pareil. Ils veulent pas d'un père. Ils veulent pas se faire, je sais pas comment on dit en français, je me rappelle plus, mais en gros, ils veulent pas qu'on les... Tu peux dire en anglais, hein, si tu veux. Ouais, qu'on les patronise, c'est comme ça qu'on dit en... Ah oui. Ils veulent pas se faire patroniser, je sais pas comment on dit en français, je me rappelle plus. Ça, c'est une des séquelles de vivre trop longtemps en Angleterre. Et donc, du coup, voilà, j'ai compris qu'il fallait que ça vienne des gens. Et la preuve pour terminer sur ce point-là, c'est que mon frère, du jour où j'ai arrêté de le prendre, où j'ai arrêté d'avoir un comportement de père, de le saouler, juste il fait des trucs par lui-même où franchement, je suis bluffé. Tu vois?
J'ai appris il y a pas longtemps qu'il veut investir dans un appartement, il a trouvé un taf en CDI, il a compris la mécanique sans que je lui en parle de l'histoire du CDI, tu vois. Bref. C'est ça. Mais en fait, en vrai, la force, en fait, c'est que les gens, on peut les inspirer, mais c'est très difficile de les conseiller, entre guillemets, quoi. On peut juste leur montrer l'exemple, en fait. On peut pas les changer, quoi. Eux, ils peuvent se changer. Ouais. Bah, c'est génial. C'est trop cool. Bah voilà, je te remercie 1000 fois d'être venu apporter ton témoignage qui, je pense, est ultra inspirant. Et moi, j'ai adoré t'interviewer, donc c'est génial. Bah merci beaucoup et puis à une prochaine. Merci à toi. Salut. À bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.